droits de l'homme. À vrai dire, il faut avouer dès le début que l'idée même des droits de l'homme, c'est une idée des Lumières. Les Lumières, chez les historiens, une petite répartition qui font les historiens, le XVIIe siècle, c'est bien l'âge de la Renaissance. Le XVIIIe siècle, c'est bien l'âge des Lumières. L'âge des Lumières, bien sûr, les Lumières de la raison. Au détriment, bien, à l'opposé des ténèbres des tyrannies, des ténèbres du clergé, des ténèbres de, bien sûr, l'Église, en général. C'est-à-dire, je parlais de, c'est pas la religion, mais l'institution religieuse. Okay? Cette idée de droit de l'homme revient au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, c'est bien l'âge de la science moderne. C'est pour cela, si on veut situer les droits de l'homme en tant que projet, c'est une idée des Lumières, et surtout des encyclopédistes, hein, ce qu'on appelle Diderot, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Locke, etc. À l'époque, l'idée dominante au XVIIIe siècle, c'est bien l'idée du progrès, l'idée du droit de l'homme, et l'idée générale qui englobe tout, c'est bien la modernité. La modernité, c'est quoi au juste la modernité? Le XVIIIe siècle et les grands philosophes du XVIIIe siècle ont approuvé, ou bien ils ont apporté avec eux une conception nouvelle de la vie, de l'histoire, de l'économie, de tout ce qui touche à la vie humaine. C'est pour ça que le projet de la modernité est une grande entreprise qui s'intitule Émancipation de l'homme. L'émancipation de l'homme, d'accord? Émancipation de l'homme, d'un côté, l'émancipation touche le politique, c'est-à-dire que nous sommes maintenant, bien sûr, dans l'ère de la modernité, avec le citoyen, pas avec le sujet. Le sujet, bien sûr, qui est sujet aux tyrannies, aux monarchies, bien sûr, les féodaux, etc. Le citoyen, c'est quelqu'un qui est partie prenante dans le contrat social, c'est-à-dire qui a des devoirs à accomplir et qui a, bien sûr, des droits, bien sûr, en contrepartie. Alors, c'est politique, contre les tyrannies. Puis, l'émancipation, elle est encore psychologique, contre la passivité, la peur, décomplexer les gens. Parce que parfois, les gens, ils sont complexés, ou bien ils sont terrorisés, d'accord? Ou bien gouvernés par la terreur. C'est une pratique, bien sûr, courante ou bien moins courante au Moyen-Âge, même, bien sûr, dans les régimes fascistes, etc. C'est pour ça que l'idée de modernité, initiée par René Descartes, hein, prend, bien sûr, ses engagements ou bien ses conceptions en considération. Pour Descartes, il parlait de rendre l'homme possesseur et maître de la nature. C'est-à-dire que, désormais, l'objectif de la science et de la technique, c'est bien de rendre l'homme maître et possesseur de cette nature. Bien sûr, après qu'il était bien jadis, il était soumis bien sûr, aux lois physiques de cette nature, ou bien aux grandes, bien sûr, puissances de l'univers. Bon, je reviens à l'idée de modernité. C'est bien l'émancipation de l'homme physiquement, bien sûr, le travail physique, le travail pénible, par l'invention des machines, émancipation sociale par, bien sûr, le refus de géométrie, de l'abandon, par exemple, la sous-estimation, ou bien sous-estimation de l'individu, du citoyen, puis émancipation encore intellectuelle, de droit de savoir. Par exemple, vous remarquez par exemple maintenant que dans la presse, on voit le slogan de droit de savoir. Pourquoi droit de savoir? Parce que moi, j'appartiens à la communauté nationale, et cette communauté nationale, moi, je paie le contribuable. Eh bien, j'ai le droit de savoir où je gagne le pourquoi? Parce que mon argent, ils sont là-bas. C'est pour ça que le droit de savoir, oui, de même intellectuel, la liberté d'expression, combattre les ténèbres par les lumières de la raison, etc.
la modernité, cette idée de modernité, qui est bien sûr une grande entreprise, n'a été possible, c'est-à-dire qu'elle n'était rendue possible que grâce à un changement radical dans l'appréhension de l'idée d'histoire. Il faut bien sûr marquer un point ici. فكرة التاريخ في حد ذاتها تبدلت. Bien sûr, à l'âge de la modernité, pendant l'âge de lumière. Pourquoi? D'une conception régressive de l'histoire à une conception progressive de l'histoire. Pourquoi je dis cela? Parce que avant, au Moyen-Âge, on croyait que l'âge d'or de l'humanité, c'est bien l'âge ou bien la phase ou bien la période du Christ. Après, donc, bien sûr, le temps, c'est bien la dégradation, ou bien le terme de Nietzsche, c'est la décadence. La décadence, l'inhitat. كل ما ابتعدنا عن l'âge d'or qui est bien sûr l'âge du Christ, كل ما قاعدين نحطوا bien sûr الانحطاط الاخلاقي، الانحطاط المعنوي، الانحطاط بالمعنى العام. C'est l'idée de décadence. Les penseurs des Lumières ont changé complètement cette conception. Avec l'avènement de la technique et de la science, le bonheur n'est pas jadis, il est pour demain. Grâce à la technique et la science, on peut bien sûr prendre ses responsabilités et il peut transformer le monde. Et c'est pour ça, après au XIXe siècle, Marx, bien sûr, avec l'économie politique, il parle que l'essentiel n'est pas d'expliquer le monde, l'essentiel c'est de transformer le monde. Ce n'est pas d'expliquer le monde. Je ne demande pas bien sûr d'expliquer, mais de transformer. C'est pour ça que d'une histoire régressive, تقهقري إلى تاريخ تقدمي. وسي بور سا كو ليدي دو بروغري يعني هيمنت على كامل المرحلة تاع هذه الأنوار يعني لوميير ليدي دو بروغري. Alors le bonheur n'est pas jadis, il est possible demain par le travail, la science et la technique qui s'occupaient de notre bien-être. Même si la notion de droit de l'homme trouve son interprétation ou bien son inspiration dans les multiples textes, notamment philosophiques et religieuses, antérieurs à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, le mouvement moderne des droits de l'homme a pris sa véritable consistance à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les droits de l'homme, déclarés solennellement en 1948, ne sont pas un début, au contraire, ils sont l'aboutissement d'un processus, d'un mouvement complexe, historique, politique et social, datant depuis la Grèce antique, peut-être avant. L'une des conditions des Nations Unies préparant la Charte générale des Nations avait pour mission de rédiger un texte universel sur les droits de l'homme. Après 2 ans de travail, pourquoi? Parce qu'il y a des péripéties, il y a des problèmes, c'est presque 70 pays, des experts bien sûr qui viennent de 70 pays pour préparer un texte universel. C'est 2 ans de travail parce qu'il y a des problèmes. C'est entre l'universalisme et le relativisme. Il y a bien sûr chacun qui veut imposer bien sûr son point de vue. Après 2 ans de travail, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies est ainsi parvenue à la rédaction de la liste de 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1948. Dès les premières lignes de son préambule, la notion de dignité est dotée d'une signification et d'une portée primordiale. Considérant que la reconnaissance de la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inviolables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. En 1948, et même avant, pendant la Révolution française, les droits de l'homme sont passés du statut moral et métaphysique à un autre statut, préconcrétisant avec le discours juridique. Découvrir et reconnaître en tout temps la dignité et la valeur constitutive de ce qui fonde son identité, c'est le comprendre de sa réalité humaine, concrète et quotidienne. La dignité de la personne humaine
est un projet de solidarité et de justice qui proscrit l'indifférence, le mépris et la bonté. Une des idées fondamentales de la conception moderne des droits de l'homme soutient donc que ces droits sont inhérents à notre humanité humaine. On va bien sûr discuter cette idée après. Pourquoi ce retour aux droits de l'homme? Le XXe siècle a été le théâtre d'atteinte à la personne humaine qui n'avait pas de précédent dans l'histoire. La dignité est une qualité immanente à toute personne. Le droit la constate et pose des interdits ou des obligations d'agir pour la défendre, mais il ne la crée pas. Parler de dignité n'est donc pas porter un jugement valeur sur la personne. Le droit constate et affirme que tous les hommes appartiennent à la même humanité et défend cette qualité en chacun d'eux, quelle que soit par ailleurs leur différence. Le concept de dignité n'est pas apparu au hasard. Deux grands événements éloignés par leur nature, on explique la réapparition du terme depuis un peu plus d'un demi-siècle. La Seconde Guerre mondiale avec l'émergence de la notion du crime contre l'humanité. C'est-à-dire que la réapparition عودت هذا المفهوم الجديد مرتبطة les deux événements bien sûr qui sont bien sûr la Deuxième Guerre mondiale et la biomédecine. Je l'explique. Le crime contre l'humanité et la biomédecine perçue aujourd'hui comme source de risque majeur pour l'individu, mais aussi pour l'espèce humaine. Il ne faut pas bien sûr songer, c'est bien sûr l'homme moderne, il ne faut pas songer que l'être humain n'est pas capable désormais de crimes ou bien d'atrocités abominables. Au contraire, l'être humain demeure toujours capable des pires atrocités. Et c'est pour cela que le slogan des droits de l'homme en 1948, après bien sûr le procès de Nuremberg en 1946, c'est bien qu'il faut travailler pour que Auschwitz ne se répète plus. Auschwitz, c'est bien le camp de concentration et le camp d'extermination des déportés, je dirais pas des juifs. Parce que ce sont des juifs. Non, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des Serbes, ce sont des Polonais, ce sont des Français, ce sont des juifs. Peut-être ce sont en majorité des juifs, mais ce sont des déportés, quoi. Ce sont des déportés. L'homme demeure à l'infini capable de commettre les pires des atrocités et des crimes les plus abominables. Le nazisme a été possible. Il est encore. L'humanité apparaît dans la morale comme dans le droit, comme victime de la dignité se hausse comme principe juridique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lors du procès de Nuremberg, de décembre 1946 à août 1947. Les auteurs du code de Nuremberg avaient énoncé ce qu'ils nomment des principes fondamentaux qui devraient être observés pour satisfaire aux concepts moraux, éthiques et légaux. Un État, à savoir l'Allemagne, a pu avoir comme but de nier l'appartenance à l'humanité de certains groupes de personnes qualifiées de sous-hommes et qui pouvaient être exterminés du fait de leur origine, de leur handicap, voire de leur opinion. Le crime est hors norme. C'est un crime de lèse-humanité, de lèse-dignité. Le philosophe allemand Theodor Adorno écrivait en 1966 Hitler a imposé aux hommes un nouvel impératif catégorique. Penser et agir en sorte qu'Auschwitz ne se répète pas. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, avec bien sûr ses conséquences. Le risque biomédical. En bioéthique, deux grandes tendances règnent sur les orientations des recherches biomédicales. C'est-à-dire que maintenant, philosophiquement et moralement, on a deux orientations, il y a deux grandes orientations. La première, c'est bien la technophobie. Une technophobie, c'est-à-dire, c'est une opinion, très répandue, bien sûr, en Europe et aux États-Unis. Elle prend le sacré de la vie, et alors c'est l'arrêt immédiat des pratiques et des recherches biomédicales. Pourquoi? Parce qu'on vient ici maintenant. Si avec Descartes, on a parlé de la transformation de la nature sur
l'univers, la nature brute. Maintenant, on est arrivé à la transformation de la nature biologique. Et cela, bien sûr, portait des risques, des menaces sur, bien sûr, une éventuelle transformation de la nature biologique de l'homme. Vous connaissez bien sûr cela, puisque moi, avec le courage, avec bien sûr les cellules souches, etc. Bon, le sacré de la vie, argument de taille pour imposer l'arrêt immédiat des recherches et pratiques déformant ou offusquant la nature de la vie, ou plus ou moins réguler les pratiques. La deuxième orientation, bien opinion, c'est bien la technophilie, qui insiste sur la qualité de la vie. Argument contraire, encourageant le recours à toute technique qui peut améliorer le quotidien de l'homme. Le risque majeur, bien sûr, imposé par les sciences biomédicales, est de parvenir techniquement à modifier la nature biologique de l'être humain et de manipuler comme instrument pour une fin douteuse et pernicieuse. L'humanité avait connu ce mal auparavant. L'euthanasie des vieillards, aux États-Unis, par exemple, en 1900, c'est-à-dire que ces pratiques-là ne sont pas, bien sûr, complètement nouvelles. Mais si on peut les chiffres, de 1900 jusqu'à 1915, les États-Unis ont stérilisé plus de 400 000 citoyens. Parmi bien sûr, des malades mentaux, par exemple, des handicapés, etc. L'euthanasie des gaillards, les patients atteints de maladies incurables, ou jugimentaires, la stérilisation des malades mentaux, l'eugénisme positif de l'homme supérieur et l'expérimentation sur l'homme inférieur. Par exemple, chez nous ici en Algérie, on a connu l'indigénat. L'indigénat, bien sûr, c'est un statut qui n'est ni citoyen, ni sujet. C'est à mi-chemin entre ces cadres et ces trois conceptions. C'est même si vous cherchez dans les dictionnaires, que veut dire indigénat, tu trouves rien. Tu trouves que autochtone, aborigène. Autochtone, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'origine de ce pays. Mais anthropologiquement, c'est une histoire, c'est une autre histoire. Parce qu'anthropologiquement, on trouve que l'indigène, dans l'archive de la wilaya de Constantine ici, on a trouvé كتاب هكذا فيه تصاوري علم منا واحد بيان سور باردون الكلمه موسخ مكتوب انديجان مقابله واحد نظيف اوروبي منا واحد راقد في الزبل كاتبين انديجان منا واحد بالسرير جنبو طابله وفيروس كاتبين اوروبي سي سا لانثروبولوجي سا الانديجان سي سا بيان سور الانديجان. La grande conséquence de l'évolution des sciences et des techniques biomédicales est que l'homme passe de la commande technique des praticiens et des chercheurs comme un objet. Il n'est plus un autre homme, il n'est plus autrui. Je vais expliquer ça avec, bien sûr, la conception finaliste et la conception mécaniste. Dans la conception mécaniste, même l'être humain, et surtout l'homme, du côté biologique, il devenait un objet, pas un sujet. C'est pour ça que c'est permis de faire, bien sûr, n'importe quoi de pratique sur lui. C'est à cause de cela que des normes internationales et nationales n'ont cessé d'être édictées dans le domaine de la biologie. En 1997 a été signée la Convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Son préambule prend acte du risque que la biomédecine peut faire courir à l'espèce humaine. Elle pose une limite à l'action biomédicale. Elle ne doit pas porter atteinte à l'être humain dans sa dignité et ses droits fondamentaux. L'article 2 de la Convention rappelle que l'intérêt de l'être humain doit toujours prévaloir sur celui de la société ou de la science. Qu'est-ce que la dignité? C'est-à-dire qu'on a parlé généralement de dignité, mais essentiellement, quelle est la quintessence de cette dignité? Nous retournons bien sûr à la problématique que j'ai déjà posée tout à l'heure.
la dignité fonde dans ces droits de l'homme. Est-ce qu'elle est un fait, une réalité palpable, ou bien une valeur, une estimation? Le principe de dignité de l'homme, selon lequel l'être raisonnable, je m'explique peut-être que je suis un être raisonnable, d'accord? Le principe de dignité de l'homme, selon lequel l'être raisonnable, c'est-à-dire doué de raison, ne doit jamais être traité comme moyen ou instrument, est un principe cardinal dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le philosophe allemand, c'est bien le théoricien de la modernité, c'est-à-dire c'est lui qui a mis les bases de la conception de la modernité, surtout en morale. Maintenant, la référence internationale, ce n'est pas, bien sûr, le christianisme, c'est bien Emmanuel Kant. هو اللي قال واش اللي عنده un prix, c'est une chose. اللي ما عندوش un prix, c'est l'être. L'être humain qui n'a pas, bien sûr, de prix. Ok? C'est ça la morale. بعد رايح يعني يراسيني هذه la conception fait deux choses. La raison plus la liberté et la volonté. Je vais expliquer. Bon, l'être raisonnable, c'est-à-dire doué de raison, ne doit jamais être traité comme moyen ou instrument, est un principe cardinal dans la Déclaration universelle de l'homme. Le philosophe allemand Immanuel Kant, achevant les Lumières, procéda au détachement de la dignité des évaluations relatives. Elle n'est pas une valeur tributaire des estimations de l'homme. Ce qui a une dignité est inestimable, incomparable et sans équivalent. Il est au-dessus de tout prix marchand. C'est-à-dire, ما عندوش كلمة، ما تقدرش واحد تقول له نعطيك المثال لما قريش قالت لعم الرسول عليه الصلاة والسلام خير أجمل فتيان ونبديه وهات لنا هذا مقتول. ندلو صافي حاجه ما عندهاش بري، ما عندهاش مقابل. D'accord? C'est-à-dire que même que maintenant, et peut-être c'est la cause de tous les maux de cette humanité, c'est que, comme disait Nietzsche en 1900, tout c'est devenu commercialisable. Même les valeurs. حتى الآن أصبحت الذمم تشترى، et peut-être que هذا هو سبب هذا الخراب أو هذا المصائب على الإنسانية، c'est-à-dire les guerres, les bouleversements, les révolutions, bafouer les droits des autres, spolier les autres, mépriser les autres. C'est la cause. C'est-à-dire que ce qui est inestimable, ce qui n'a pas de valeur, est devenu, bien sûr, un valeur. Kant affirme encore que l'ensemble de l'humanité forme une communauté éthique qui en elle-même et dans chacun de ses membres possède une valeur absolue. Il sépare radicalement en effet les entités qui ont une valeur relative ou un prix, qu'il appelle des choses, des réalités qui ont une valeur absolue ou encore une dignité et qu'il appelle des personnes. La dignité de l'homme pour Kant ne ressortit pas à l'ordre de la nature. Elle n'est pas enracinée dans l'animalité biologique. Sinon, elle serait commune avec l'animal. Je vais vous citer un exemple. Ce qu'on appelle, bien sûr, même dans les contes et les faits, même c'est une histoire véridique. Victor de l'Aveyron, je ne sais pas, il y a une histoire. Victor de l'Aveyron, mais sur la base de Victor de l'Aveyron, le comique de Maury. Victor de l'Aveyron, c'est un petit garçon de 8 ans qui a été trouvé dans la région de l'Aveyron, dans une forêt, dans la forêt. Bon, Victor de l'Aveyron, premièrement, il marche sur 4 pattes, comme les animaux. Il n'a pas de langage. Il n'a qu'un cri rock et enroué. يعني حتى الصوت ما فيهش كما يقول المغنيين اللحن ما فيهش أصوات. Il y a qu'un cri rock et enroué. rock يعني وكأنه واحد يتكلم أمام حاجة سادته. OK? Il a qu'un cri rock et enroué.
il n'a pas la sociabilité, il n'est pas sociable, il n'a pas la moralité, d'accord? Il n'a pas la religiosité, حتى يقولوا لاحظوا معي وهذا c'est un paradoxe, ما عندوش la conception de la fonction de l'odorat يقدر ياكل الجيفه بلا ما يشم ريحتها. هذا اللي نقولوا باه يقولوا est-ce que l'humanité est quelque chose d'acquis ou bien d'inné? Est-ce que nous naîtrons des humains ou bien nous deviendrons? La conception finaliste اكتشوف واحد كيعود ما عندوش القيم هذا، يعني القابليه يعيش في الجماعه البشريه، ما عندوش اخلاق، ما عندوش التدين، ما عندوش لو لونغاج. Est-ce que vous pouvez le considérer comme un être humain? Pour un juriste بالنسبه لرجل القانون، وهذا الان في لابيوتيك مدام ça pose un grand bien sûr un grand problème. Pourquoi? Parce que بالنسبه للجوريست il y a la chose il y a la personne. واش كنا نقولوا قبيله؟ كي تجي تقول له انت حنا رانا نديرو في دي اكسبيريونس سور دي زومبريون سوبليمينير او بيان شيمي او بيان دي شيمار داكور. كيقول لك شنو الستاتيو تاع لي شيمار هادو؟ تقول له سو سون دي بيرسون بوتونسيال، ما يعرفش هو بيرسون. كاين لو ستاتيو دو سيت بيرسون اسكو سي بيرسون ou bien c'est une chose. Pourquoi? Parce que vous voyez que la chose est la personne. La chose rare, le statut تاعها elle est manipulable، نقدروا نديرو فيها واش نحبوا la chose، d'accord? Alors que la personne non. C'est pour ça que le cas de Victor Daveyran est inspirateur ou bien c'est l'exemple. Il n'a pas atteint le l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il n'a pas le principe d'autonomie, il n'est pas autonome, ou bien il est c'est un malade mental, pardon, ou bien c'est-à-dire qu'on a parlé de malade mental, on a parlé de patient, bien un patient qui est dans un état de coma, ou bien dans un état ce qu'on appelle l'état végétatif chronique, c'est-à-dire qu'il sollicite son entourage. Ok? C'est tout à fait d'accord. Un médecin a-t-il le droit de mentir à un patient ou de retenir des informations par rapport à son état de santé? Tout à l'heure, j'ai évoqué les dilemmes médicaux ou en moral ou politique qui se le conflit des devoirs. J'ai un devoir envers mon patient et j'ai un autre devoir envers ma pratique ou bien mon métier. J'ai fait un serment, d'accord? Mentir ici devient quelque chose de relativisé selon les situations. أنا ما نملكش l'habilitation بين الكابابيليتي بين نقول هاوش نديرو، مي سي ان دينام كل واحد يحلو بطرق مختلفة، d'accord, selon les circonstances. Mais si un conflit entre bien sûr mon devoir envers mon métier et un devoir envers autrui, je crois que la vie humaine prend le dessus de toute chose, de toute autre chose. Je prends bien sûr en considération le patient. Pourquoi? Parce que c'est moralement prescrit. En morale, tout à l'heure, l'examen qui prévaloir avant la science et la société. إذا كان حاجة تقول باللي تخدم la science et la société، هذه مش معناها إنه يلزمك تضحي بكذا. D'accord? C'est pour ça que les dilemmes médicaux هادو، d'accord، يتحل cas par cas. Et tu vois que le problème il n'est pas général comme dans la science classique qui parle de ce qui est universel. Il n'est de science que du général. Maintenant, il n'y a pas du général dans la pratique médicale. Il y a le cas par cas. D'autres dilemmes. Le patient qui est séropositif, par exemple, suivi par le médecin ou bien par les médecins. Est-ce que tu gardes le secret ou bien tu demandes au malade? Okay? Ce sont des problèmes épineux, d'accord, qui sont bien sûr la conséquence de sciences biomédicales, de cette évolution qui n'est pas bien sûr prévue. Okay. En tant que biologiste, est-ce qu'on a le droit de révéler quelque chose au patient ou là on doit passer systématiquement par le médecin? Par exemple, si on a... Par exemple, si on a le résultat d'une analyse et que le patient
patient يجي يدير l'analyse تاعو ويقول لنا l'analyse هذه واش فيها. Est-ce qu'on a le droit de lui en parler ou là on doit rendre l'analyse le médecin et c'est le médecin qui doit lui en parler? Il y a toujours des dilemmes, toujours la question est posée. Ou bien. Il n'y a pas de troisième voie. Il faut penser autrement. Il faut penser dans un contexte situationnel. C'est-à-dire, c'est le cas par cas. Moi, je n'ai pas de réponse. Avec Madame nous allons parler bien sûr dans le groupe d'éthique que l'éthique, on ne peut pas l'enseigner. Pourquoi? Parce que je possède ni l'argument prouvé que c'est un mal, la fraude, c'est une calomnie, mais elle est réellement que d'accord, c'est regarde l'écart entre la conscience et entre le comportement. C'est pour ça que généralement, les problèmes se résolvent après un débat et selon les situations. Il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas de réponse absolue, franchement. Ok? Monsieur, je veux savoir sur la liberté d'expression. La liberté d'expression. Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Si vous pouvez le donner. Des scientifiques ou de la politique? Une sorte de recherche en biotechnologie. Il n'y a pas de limite dans l'expression. S'exprimer n'a pas bien sûr de... Pourquoi? Parce que tout à l'heure je parle de la raison. N'oubliez pas que ما حبيتش نexpliquer يعني le fond des choses. Pourquoi? Parce que la raison, l'être humain est un être raisonnable. Raisonnable, ça vient de ratio. Ratio en latin, qui veut dire discours. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut discourir. C'est un être en même temps. Loquace et éloquent. Loquace, بليغ في الكلام. Et même parfois il est taciturne. Taciturne يعني c'est un être paradoxal. يتكلم مليح واحيانا يصمت خلاص. L'expression, c'est-à-dire le droit d'expression, pas de limite. كاع نحوس كاع في لا ديكلاراسيون يونيفرسيتي دو لوم l'expression كنت نقرا فيها البارح مي اليوم ما لقيتهاش لي كتبت فيه سي 30 ارتيكل تحب نمدها لكم كاع سون بروبليم يعني عندي منها بزاف. On va mettre ça sur le site, hein? Comme ça c'est... Ok, mais il n'y a pas de limite à une expression. Pourquoi? Parce que finalement c'est un discours. C'est un discours bien sûr qui est attention, discourir en moral c'est une responsabilité. Avoir ses droits, c'est une responsabilité. C'est pour ça qu'on ne donne pas. Pourquoi? Par exemple, les Français, pendant le colonialisme, disaient que l'indigène la liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable. Au cadre de la liberté, il dit c'est pour ça que quelqu'un, qu'on lui donne ses droits, et qu'on accorde bien sûr ses droits, et la liberté d'expression, il ne faut pas bien sûr passer à l'insulte des autres. Il faut se respecter. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité et je dois bien sûr m'obtempérer à la loi morale. يعني نزلني ملتزم في التعبير تاعي على القوانين الاخلاقيه ماشي عطاوني لا ليبرتي ديكسبرسيون الور بيان دون لي زيتا يعني بارلون فرانشمون quelques états surtout parler de liberté d'expression peut bien sûr entrer en contradiction avec secret d'état, avec bien sûr la trahison, etc. C'est relatif. C'est relatif, c'est-à-dire c'est selon la nature de régime qui règne bien sûr dans un pays ou un autre. Dans les pays par exemple totalitaires, les pays régimes totalitaires de l'Europe de l'Est, الاتحاد السوفيتي كنت تقول ما جاش اليوم في العيون خيانه. Donc là, non, en Algérie, je pense que le droit d'expression est bon, mais je ne pense pas, il m'a dit, parce que je n'ai pas les canons pour s'exprimer. Tout à l'heure, je parlais avec votre collègue, même la démocratie américaine, il y a des carences de la vie. Pourquoi? Parce que finalement, tu as un الحق ترشح tu te présentes pour
لا كونديداتور بريزيدون دي زيتازوني مي راهي توصل لواحد لو سوي وين ما تقدرش تفينونسي لا كومباني الفرازات الحمل نتاعك كيفاش راك عندك دي تيليفزيون عندك دي شين ساتيليتير عندك دي راديو عندك دي جورنو ما عندكش الوغ كيفاش ميم لوبينيون نتاعك داكور كيفاش تنقل حتى ولو كان لوبينيون هذاك فري وحنا في Nietzsche disait que le nombre de voix ne fait pas la vérité. Le nombre de voix ne fait pas la vérité. يعني إذا كان عندك عدد من الأصوات كبير مش معناه معك الحق إنما قادر واحد ما عندوش لكن هو اللي حاكم. داكور سي ان بروبليم يعني سيرتو كي نابليكيو يعني هكذا ابستراكتمون يعني او نيفو ابستري او نيفو يعني انتيليكتويال نقدروا نناقشوا لما نابليكيو c'est-à-dire au quotidien nous نطرح المشكلات. Quel conseil vous donnez dans le cadre de la liberté d'expression, par exemple dans un centre de recherche? Chacun est je comprends. Tout simplement, je pense que pour un chercheur d'intégrité scientifique d'intégrité morale تحتم عليه انه لما يقدم راي يدينو نصيحه يقدم راي بناء كونستركتيف داكور با بيان سور ممكن عنده ان بونشون ولا كونداسيون مي مادام ما تدير الاخلاق لا تعلم ما نقدروش نقولوها هكذا بوتيتر ما نقدروش نفهموها برك نقول لك الحكايه تاع الصوفي هذيك بوتيتر المتصوف هذاك اللي يقول باللي انا في الليل نبات نطوف بمكه ما تصدقوش قالوا وعلمكم هذا يؤخذ بماذا؟ يعني العلم تاعكم هذا سي با كال موين اون بو لابروبريي قال علمنا هذا كالعسل بالذوق علمنا كالعسل بالذوق يعني ما نقدرش نوصفه لك هذا دون ان ديسكور ابستري ونقول لك ها واش قاعد ندير انا في الليل نبات نطوف بمكه نو علمنا هذا كالعسل بالذوق صديق هي ابدا اخدم ابدا ممكن على عامين ثلاثه تولي توصل لي انا واش علي هذه هي اللي صديق على ما نقدرش ندرسوها لانه ما يماهيش ان ديسكور سي كيلكو شوز كي كونسيرن لا براتيك qui concerne la pratique et la conscience. Voilà. Donc, vous voyez, avant de parler, il faut agir, il faut montrer l'exemple. Bon, on revient à l'histoire du travail. Il faut travailler. Je ne sais pas si on va entrer dans le cadre de côté de la recherche, je ne sais pas si les humains. Par exemple, en éthique, par exemple, je peux lire un livre, par exemple, je le donne aussi à Internet et je sais qu'il est piraté. Quand il dit comment je peux agir. Piraté, le livre est piraté? Oui, par exemple, normalement, acheter, chacun qui va le consulter doit payer quelque chose. Il est piraté, je le trouve c'est comme les logiciels craqués. Alors qu'il faut payer une cotisation pour les gens qui ont créé ces sites. Madame, franchement, je n'ai pas de réponse. رحم الله امرئ سئل فقال لا ادري. قالوا لانه انا بدات نديرها هذه تكست بي دي اف نديروهم كامل. جو بونس مدام اذا كان حبينا نحكموا يعني لي شينوا رايحه الحضارات يحكموا لان كامل اللي بازي سور l'espionnage industriel et scientifique. L'espionnage industriel et scientifique, et pourquoi? Parce que pour moi ce sont des gens engagés. Engagés, ils ont une cause qui travaille bien sûr pour. C'est pour ça que pour eux, la cause justifiait les moyens. Est-ce que c'est vrai? Ben, je pense, à mon avis, c'est pas bien sûr la vie de l'éthique et de la morale, puisque moi je ne représente rien. Je suis tout simplement un simple citoyen qui fait de la philosophie. Et pour moi, c'est en science, dans l'enseignement, vu bien sûr l'absence de moyens, je peux utiliser ça. Sauf à moi, il y a الدولة قنتها نهائي وأنا j'ai bien sûr transgressé des règles. Peut-être que si c'est interdit.
Alors, je vais donner un complément de réponse. Alors, si ce livre-là, vous voulez l'acheter, nous, on passe notre temps à dire « Donnez-nous les titres de livres que vous voulez acheter ». Maintenant, si on veut, le livre, on peut pas, des fois on veut acheter, mais les fournisseurs ne le ramènent pas. Alors, vous pouvez l'utiliser à des fins personnelles, mais pas au nom du CRD. Parce que, normalement, on va intégrer bientôt l'Organisation mondiale du commerce. Hein, et elle est régie par les droits de la propriété intellectuelle, de tout ce qui est copyright. Donc, normalement, je ne tolère pas des copies dans le centre. Si on veut un livre, on l'achète. Maintenant, en cas d'absence, quelle langue? C'est-à-dire l'ijtihad, qui m'a dit le stade, mais cache les moyens, j'utilise le livre. Mais au centre, vous pouvez, hein, on peut acheter des livres, on a les budgets, hein, donc ça c'est. Ouais, le Suisse. Le Suisse, elle est là, ah, et comme c'est là, bon, c'est vrai, ouais, c'est vrai, donc, vous pouvez faire votre demande en chaque livre. Si ce livre il est impératif pour votre recherche, vous utilisez le PDF en attendant qu'on ait le livre. Il faut éviter les machins. Vous ne le téléchargez pas via l'adresse IP du centre. Non. Bien. Non, via l'adresse IP, j'ai dit à des fins personnelles. Je répète, ça s'adresse à tout le monde. Donc, on ne craque pas des logiciels, on n'utilise pas des logiciels craqués avec des adresses IP du centre. Si vous avez désactivé votre mise à jour. Attention, hein. Parce qu'on essaye de prôner, de dire voilà, on est un centre étatique, on a les budgets, mais chez même on va le personnel des pages. On essaye de donner l'exemple. Hein. Et ça, c'était suite à la visite de l'ambassadeur. Pourquoi vous ne payez pas à Microsoft les logiciels pour même acheter les licences? Et c'est vrai, nous, on n'a jamais utilisé de craquer licence Office ou la page Japon. Et si vous avez besoin d'un option, vous finissez ça. Ah, ok, chef de service informatique, vous exprimez vos besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? même حاجة ما فهمتوهاش في كلامي كلمة نقدر نشرحها سوبر. Université 2 pour nous faire une conférence sur la dignité humaine et les concepts fondateurs des droits de l'homme, et ce, dans le cadre des manifestations de la journée des droits de l'homme du 16 mars. D'accord? Et donc c'est pour cela que moi j'avais appelé, c'est une conférence qui nous concerne tous, peu importe notre domaine de formation et nos compétences. Donc je remercie personnellement le centre, M. Delo, d'avoir accepté c'est-à-dire nous mettre à jour